Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a La Casa pour la deuxième partie de l'épisode avec Mayari et Tessaïbar. Installe-toi confortablement, nous te souhaitons un bon visionnage et à bientôt sur La Casa, le podcast latino. Bienvenidos a La Casa. En tout cas, pour ma part, l'espagnol et le français, c'est tellement mes langues. Genre, pour moi, vraiment, ma langue, c'est l'espagnol. Donc, que je pense en espagnol ou en français, c'est la même pour les choses. Les mêmes choses. Tu sais, parce qu'il y a il y a deux langues. Il y a la langue du cœur et la langue de la pratique. C'est vrai que tu dis pas la même chose, tu vois. Quand on dit ojalá, c'est pas la même chose que j'espère, tu sais. Oui, ça veut dire, enfin, moi, je Oui, la tête, c'est pas la même chose. bah, là, ils sont là, tu vois. Mais n'importe quoi. Là, par exemple, moi, je comprends ce que tu dis parce que, pour le coup, d'ailleurs, j'ai rigolé quand tu disais que les premiers mots que tu avais appris, c'était genre la censure et tout. Ouais. Moi, les premiers trucs que j'ai appris, c'est des gros mots en espagnol. Parce que c'était, mon père me parlait en espagnol quand il s'énervait, en fait. Parce qu'il y a cette truc de langue du cœur et tout. Mm. Et moi, par exemple, je sais pas pourquoi, mais l'espagnol me sort quand je parle au chien ou au bébé. Tu vois, j'ai un bébé qui va me dire, ay, mi amor, t'es trop mignon. Mais vraiment, vraiment, tu vois, genre, les bébés, il y a des animaux, genre, c'est ça, tu vois, en tout cas, pour les chiens, c'est un mode, ah, vraiment, c'est ça. Mais le je comprends, ça, c'est dans du cœur. Mais je pense que c'est un truc aussi où tu t'adaptes. Et je trouve ça cool que vous ayez, moi, j'ai pas ce sentiment, tu vois, d'être 100% bilingue des deux langues. J'ai l'impression quand même d'être mieux d'être plus à l'aise en français. Mais je pense aussi que ça vient, enfin, je sais pas si tu vas peut-être m'arrêter là-dessus, mais vous, du coup, vous avez vraiment grandi avec l'espagnol à la maison. Oui. Là où nous, on a dû l'apprendre plus tard, tu vois ce que je veux dire. Et ça a été enfin, au début tout début, je parlais pas espagnol, tu vois ce que je veux dire. Et même comme ça, il y a des gens qui n'ont pas, enfin, simplement, moi, je m'en étais jamais rendu compte, mais, quand je suis partie à Londres, elle est colombienne, elle était choquée, mais elle me disait, c'est même tes expressions, tout, genre, t'es complètement bilingue. Et moi, ça m'a jamais choqué, mais du coup, c'est vrai que quand on va regarder, on a des gens, même, leurs deux parents, ils sont colombiens, parce que moi, en plus, c'est colombiens chiliens, donc on peut dire qu'il y a des différences, ça va. Le niveau de nous deux, c'est vrai qu'on est vraiment bilingue. C'est vrai que moi, ça m'avait choqué parce que moi, je t'avais vu sur TikTok avant qu'on se rencontre, c'est tout. Et j'étais vraiment en mode genre, oh, ça, c'est une meuf, c'est sûr, en mode, elle a grandi en Colombie. Ouais. Parce que vraiment, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même ce truc où même si t'as grandi en France avec des parents qui te parlent espagnol, tu vas pas, par exemple, justement, les expressions, les musiques, la gestuelle, ouais, tu vois, même il y a certaines interactions, ouais, voilà. Je sais que ça, je sais pas si on en parlera plus tard, mais à un moment de ma vie, c'était mon moment de penchant, en fait. C'était, je pense, le moment où je cherchais mon identité. Mon but, c'était, on oublie que je suis française. Dans vos têtes, je suis une blédarde. Et ça me va. Si pour toi, si tu me disais que tu avais l'air d'être colombienne, je suis en mode, mais en fait, je suis confrontée à une réalité où, en fait, même s'il y a tout là, je suis au milieu. Ouais. Et vraiment, mais c'est ouf ce qu'il a dit parce que moi, j'ai vécu exactement la même chose. Et même mon côté chilien, enfin, j'adore mon papa, j'adore le Chili, ça y a aucun problème. Mais c'est vrai que déjà, c'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris l'espagnol, donc je parlais comme une colombienne. Et quand j'allais au Chili, même les Chiliens, ils me disaient, ouais, mais t'es colombienne, ouais, je disais Colombie, quelque part, non. Et du coup, j'étais là, bah, non, et je devais tout expliquer, non. Donc, où que j'aille, on m'a toujours dit que j'étais colombienne, tu vois, surtout. Et ouais, pareil, enfin, dans la construction, un peu dans la française, ouais, bonjour, oui, t'es française. Ouais, continua. Amigo, te bañas. Ouais, ay, los franceses se bañan. Et la cosa la mata. Mais ouais, c'était un peu, moi, on m'appelait François. Oui, François, j'ai pas François. Et ça, c'est bon, c'est bon, c'est ça. C'est trop intéressant, je trouve, ce sujet sur la quête d'identité et surtout mais je pense que c'est vraiment un sujet pour toutes les personnes qui ont une double culture, tu vois. Ouais. À la base, on est là pour parler de ça. Ouais, j'essaie de parler tranquille. Mais en fait, je trouve que tous les sujets qu'on est en train d'aborder, bah, ça sert à aussi, oui, ça regroupe sa double culture. Là, tout à l'heure, on a parlé des différences entre la France et l'Amérique latine quand on sort, la famille, tout ça. Bah, en fait, c'est ça. Et pour ça, pour vraiment parler de tout ça. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça. Et c'est des commentaires de CCK, qui vont se dire, ouais, bah, en fait, on a vécu la même chose et, bah, au bout d'un moment, ouais, c'est bien qu'on puisse en parler et qu'on se sente plus aussi seul parce que
il y a beaucoup de fois où je pense que pour toi aussi, je sais pas pour vous, mais genre moi j'avais pas vraiment de modèle à qui me rapprocher au final. Et en plus, on a souvent les latinos, enfin en tout cas là, ils me prennent pour une rebeu. Et du coup, même à un moment, des fois, je me disais, mais ça se trouve, je vais me faire un test d'ADN. Et je me fais couvrir. Pas du tout latino. Genre, on va échanger, la clinique, je sais pas, tu vois. Il y avait beaucoup de trucs sur Insta en mode entre un latino et un arabe qui se regardent. Ouais, Bon, les Péruviens ne sont pas des rebeux, par contre. ça dépend, il y en a, et ça dépend. Moi, je trouve que cette question, hein. Marocain, non. La rentière. Non, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant avec cette question de la représentation parce que en fait, beaucoup de gens, qui ne sont pas latinos ont dans leur tête un imaginaire de ce que représente et de à quoi ressemble une latino ou un latino, tu vois. Et tu vois, par exemple, toi, tu dis, ouais, moi, on me connaît pour une rebeu. Moi, je suis blonde aux yeux bleus. Moi, personne me prend pour une latina, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi ce truc où ça participe aussi c'est compliqué de s'identifier à une culture et tout quand, il y a pas très longtemps, quand j'étais en Inde, on était dans un groupe avec d'autres Français et tout, et genre c'est à la fin du séjour où il demande à ma pote ça se voit qu'elle est latino de ouf, enfin en tout cas dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire difficile. Et il me dit, et toi? Je lui dis, bah moi je suis colombienne. Ah mais ça se voit pas trop, je trouve, hein, ça se voit pas trop. Genre, et en plus il attendait que je valide que non, ça se voit pas trop. Et j'étais en mode, ça se voit pas trop pour toi, parce que Ça mais en plus c'est vrai parce que les gens ont vraiment un imaginaire, alors qu'en vrai, l'Amérique latine, j'ai l'impression que c'est limite le continent qui a eu le plus d'immigration. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est dans les différentes époques, c'est pas une impression, c'est que vraiment, c'est ça. l'immigration. Et du coup, il y a des gens qui viennent de tous les continents, et donc t'as vraiment des têtes qui sont de partout. En fait, tu vois, dans ma famille, j'ai des blancs aux yeux bleus, j'ai des noirs, j'ai des comme moi. Ouais, ou déjà un peu plus typé indigène, Et même des gens qui font hindou. Ouais. Il y a de tout, vraiment, de tout. Il y a des gens qui font très asiatiques, au Pérou notamment, parce qu'il y a aussi une immigration asiatique. Enfin, c'est vraiment un mélange. Et c'est génial aussi. Et vous, je vais dire un peu large, je dirais que vous êtes totalement à l'aise avec les deux identités. C'est-à-dire. Oui, non, mais ouais, je parlais plus latino-américaine et française, mais je pense que chez nous, c'est les trois. Tu peux développer la question plus. Non, parce que par exemple, au début du podcast, toi, t'as dit que en fait aujourd'hui, t'avais réussi justement à être à l'aise avec tes deux identités et à savoir que t'étais vraiment et français et péruvien. Et moi, je sais que par exemple personnellement, je cherche encore à définir où est-ce que je suis française et où est-ce que je suis latina, et que je suis encore en questionnement en fait sur ces identités-là, tu vois, même si je suis un peu sûre de moi sur plein de trucs, mais je sais que je pourrais pas aujourd'hui te dire je suis totalement à l'aise avec mes deux côtés et je sais exactement quel côté de moi est français et quel côté de moi est latino, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai comme nous. Toi, c'est? Ouais, en fait, justement, alors on revient au moment où moi je me disais comme toi, genre je suis colombienne et il y a rien d'autre et tout. Ce qui se passe aussi, c'est que j'allais une fois par an et je restais là-bas 2 mois par an. Et vraiment, je partageais avec ma famille. En plus, on changeait souvent de région. Je danse comme une colombienne, je parle comme une colombienne, je mange comme une colombienne. Et à cette époque-là, en fait, c'était encore plus marqué parce que j'y allais une fois par an pendant 2 mois. Et en fait, j'ai arrêté d'y aller pendant 12 ans. Donc, jusqu'à mes 16 ans, j'y suis allée tous les ans, sauf que vraiment, ma mère, elle a dit, bon, maintenant, on va arrêter d'acheter les billets d'avion. Et j'ai voulu voir d'autres choses et tout, enfin bref. Et je suis revenue à l'âge de 28 ans. Et là, en fait, ça a été en mode, ah ouais, ok. Genre, t'es pas aussi colombienne que ce que tu pensais. Et là, en fait, ça m'a confrontée à une vraie réalité parce que déjà, j'ai trouvé que les mentalités étaient très différentes des miennes, de la mienne, qui avait un gros décalage sur plein de choses. Après, je peux pas énumérer voilà. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de camembert. Carrément, la baguette. Le fromage et le pain. C'est ça. Pour mon côté chilien, c'est vrai que, comme pour toi, on nous a beaucoup parlé du coup d'État. Donc, moi, le Chili, j'ai une très grande place dans mon cœur pour ce pays-là.
qui m'a appris plein de choses, dans lequel j'ai vécu des moments juste incroyables, avoir des ciels étoilés de fou malade, à manger les meilleurs plats de toute ma life. Au Chili? Au Chili. Ah ouais, non. C'est sûr. Moi, je vous dis, je suis colombienne chilienne. Moi, je trouve le Pérou, c'est la meilleure bouffe. Ouais, bien Ah, sûr, mais on est pas elle m'a dit ça, mais j'ai quand même fait Ça veut dire que, voilà, ça veut pas dire que le Chili est la bonne bouffe. Ouais, mais c'est juste. Ouais, tu te calmes. Là, par contre, là, tu es en train de dire, Tu me l'embrouilles dans ce podcast depuis tout à l'heure. Ouais, donc ça et c'est vrai qu'au final, moi et à Paris, quand je suis en France, bah je me sens pas non plus, je me sens pas totalement française pour plein de raisons. La mentalité aussi, c'est pas la même. Moi, je suis voilà, on est grave dans, c'est un autre délire. Après, En fait, on est au milieu tout le temps. ouais, c'est ça, ouais. On est au milieu et en fait, là où j'ai vraiment trouvé ma place de ouf, bah en fait, c'était à Barcelone. C'était à Barcelone. Parce qu'il y avait plein de latinos partout, parce que c'est un autre climat, les soirées c'est pas pareil. Enfin, T'es en train de me dire qu'il faut qu'on déménage tous à Barcelone, c'est ça? franchement, il y a des gens qui latinos l'aiment en pas. France. Ouais, il y a des gens qui l'aiment pas. Moral. Mais genre c'est la première fois de ma vie où j'étais dans la rue et un mec qui passe, il me connaît pas, il me fait "Ah, toi eres colombienne." J'étais genre en mode Enfin. oui, je peux boire. Alors qu'en fait, je suis pas une rebelle. Genre j'étais trop contente. Donc ouais, c'est là-bas où j'ai vraiment trouvé ma place. Bon, je suis partie là-bas juste avant le Covid, donc tout est tombé à l'eau, mais Et en même temps, voilà. Barcelone, c'est une ville super identitaire catalane. Et c'est une ville extrêmement bourgeoise. Alors, tu vois vraiment que c'est une ville qui a de l'argent comparée aux autres villes espagnoles. Donc, je trouve ça bizarre parce que finalement, Paris est plus latine d'une certaine manière que Barcelone, je trouve, moi. Non, Tu sais, dans sa manière d'être. il y a quelques années, il y a 15 ans peut-être, mais maintenant, l'immigration, J'ai été là cet été, hein. Et je trouve que c'est... mais dans le Non. pas Barcelone. C'est ordonné. Les gens, ils sont Ordonné. calmes. Ah ouais, moi, Barcelone, je le vois comme ça, je te jure. Hein. Ah non, moi je trouve que c'est Pour la moi, ville Marseille, latine en Europe, pour moi, Marseille, ce serait une ville latine, par exemple. Moi, Madrid, il y a il y a du monde dans les rues. Quoi? Je déteste Marseille. Ah ouais, c'est une ouf, elle dit ça devant la caméra, Moi, je me suis jamais fait autant harceler dans la rue. Ouais. Et toucher le cul et tout ce que tu veux et tout que là-bas. Genre, vraiment. C'est-à-dire que même, j'allais dans l'eau, et il y avait des mecs qui arrivaient à, tu vois, des poissons. Ouais, vraiment, donc des refins qui étaient roulés autour de moi comme ça. J'étais en mode genre, les gars, 2 secondes, tu vois. Mais bon, en vrai, j'aime bien Marseille. Je pense que j'aimerais bien avec quelqu'un qui connaît, tu vois. Regardez comment elle essaye de avec Edgar Dufort. mais pas dans le même bateau. On a un peu dévié, je sais plus où est-ce qu'on en était, mais... Non, mais sur l'identité catalane de Barcelone, et donc du coup te sentir vachement latina, enfin que tu sens qu'il y a Mais c'est parce qu'il y a trop de latinos là-bas, parce qu'il y a la mer, parce que les soirées sont incroyables. Et les soirées, c'est les meilleures soirées. Voilà, les soirées, ouais, voilà, les soirées. Moi, je pense que c'est ça aussi, parce que ici, franchement, la fête, elle est éclatée au sol. Genre, moi, je trouve... Ici, les gens, ils ont besoin de boire de l'alcool pour faire la fête. C'est ça aussi la différence. Non. Mais non, j'irai jamais. Mais tu vois, genre, typiquement, moi, je trouve que c'est justement... vague dans le cercle du buzz des latinos, mais tu veux pas de vraie soirée latino. c'est ça. On peut en parler, hein. Moi, le Medellín, je suis jamais allée dans la boîte, mais c'est vrai que j'ai énormément de retours comme quoi ils ont pris le nom de cette ville-là pour faire un peu le buzz. Mais au final, c'est pas... Moi, j'avais entendu qu'il y avait des trucs, justement, très narcos et tout. Ouais. En fait, ce qui est chiant aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même... encore une fois, vous êtes un peu fétichisation, tu vois, de l'Amérique latine sur les soirées, sur les meufs, etc., sur la drogue et tout. Et du coup, il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui se réapproprient ces codes-là ici pour pouvoir vendre des soirées cool et tout, et qui au final, en fait, ça n'a rien à voir avec les soirées que nous on connaît ou qui, tu vois ce que je veux dire, mais Ou le gramme, il est à 2,50 €. voilà, je veux dire merde, tu vois. Il y a plein de choses qu'on a censurées. Mais arrête, tu voulais dire un truc aussi sur le fait de sentir 100%, tu sais, au début, pour revenir sur le truc d'identité colombienne et française, genre. Et du coup, moi, quand j'étais petite, je voyais des latinos tout le temps en soirée et je me disais, putain, mais c'est trop ça que je veux. Et je me disais, vraiment, c'est ça que je kiffe de ouf. Et je sais que la dernière fois que je suis partie en Colombie, c'était il y a peut-être 5-6 ans. Wow, ça date. Ah ouais, ça date. Ça passait vite. Non, mais c'est passé super vite. Wow. Et en fait, moi, à chaque fois que je revenais de la Colombie, c'était super
dur. Ah ouais. Déjà, je revenais hyper amoureuse d'un mec là-bas. Toujours. À chaque fois. Toujours. Donc, à T'étais au collège à ce Ouais, moment-là? j'étais au collège. Ok. Et pareil, je faisais la fête là-bas, comme tu le disais, je faisais la fête là-bas. Et en fait, moi, je bougeais pas de mon quartier. Vraiment, parce que Maëva, je sais qu'elle avait voyagé et tout. Moi, je ne connaissais pas la Colombie, Cartagena, tout ça. Je ne connaissais pas. Et si tu voulais m'emmener là-bas, je suis en mode, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait, je me sentais chez moi quand Et j'étais dans dans le quelle quartier. Je suis de Popayán. Ah, Pompagnan. Tu connais? Bah oui, quand même, de nom. C'est vraiment la première fois qu'on me dit ça. Mais du coup, oui, moi, je suis de Popayán, dans le quartier vraiment populaire pour le coup. Et vraiment, oui, moi, j'étais en mode, je traînais dans les quartiers avec des potes qui me disaient, qui me parlaient de leur quotidien qui était quand même complètement différent du nôtre. Et quand j'étais là-bas, j'avais tous mes potes. C'était vraiment comme si j'étais chez moi. J'étais pas en vacances, c'est comme si j'étais chez moi. Et en revenant, à chaque fois, c'était super dur. Donc, à 13 ans, genre 13, 14 ans, j'ai pété les plombs. Et j'ai dit, OK, moi, je veux que des potes latinos. Et c'est là où j'ai rencontré ceux qui sont derrière la caméra et leur cousin, du coup, qui est maintenant mon meilleur ami. Et vraiment, je me suis entourée que de Colombiens, même pas de Latinos parce que ce serait mentir, que de Colombiens. J'ai pris les mêmes mimiques, j'ai toutes les expressions, même les séries que j'avais pas vues, que peut-être j'avais ratées, je les ai reprises pour avoir les rêves. Voilà, c'est ça, j'ai toutes les rêves. Et les années sont passées comme ça où vraiment je partais en soirée, etc. Et même on allait me demander si j'étais chilienne et moi j'étais en mode bah non en fait. Enfin, oui, c'est pas moi parce que je trouvais que dans la culture chilienne je retrouvais pas ce truc de danser. Et en fait, je pense que la claque est arrivée genre cette année où je me suis rapprochée du Chili parce que je voyais les réunions qu'avaient les Chiliens et la façon de communiquer des Chiliens que je trouve, c'est pas méchant, c'est juste une différence de culture. En Colombie, pour faire la fête ou quand on est en réunion, on va boire et on va danser. C'est notre truc. Et c'est super sympa et j'ai beaucoup exploré ce milieu et j'ai adoré ça. Et les Chiliens, ils vont s'asseoir, ils vont chanter et s'écouter. Du coup, c'était complètement différent pour moi. Et en fait, je me rends compte que même quand on est entre Colombiens et qu'on va parler, c'est différent. La façon de communiquer, c'est genre moi je suis, celui qui parle plus fort, celui qui va le mieux. Et vraiment, les Chiliens s'écoutent. Et ils vont parler de choses genre de culture, de films à l'ancienne, de révolution, de politique. Et à la table, avec les Colombiens, moi, ça m'était jamais arrivé. Sans offense, hein. Ma analyse, là, elle est hyper aiguisée. Bah, c'est parce que vraiment, moi, je suis le genre de personne, je m'assois et je regarde ce genre de choses. Et quand même, alors même si le Chili était loin dans mon esprit, mon père avait semé cette graine de révolutionnaire. Genre hier, on regardait des vidéos, j'avais 5 ans, et on me voyait dans des manifs pour l'éducation gratuite au Chili, et j'étais là avec mes banderas, je dansais comme mes banderas, et c'était tout le temps comme ça. Donc pareil, mon père, en moi, il a semé le truc de la gauche, clairement. La gauche, le coup d'État, j'en étais très informée, et en fait, dans les dernières années, vraiment, on partage le goût de la lecture, moi et mon père, donc vraiment je me suis rapprochée du Chili par rapport à ça, parce que je trouve que culturellement, mais c'est une chance, en fait la différence est là aussi, hein. C'est qu'en Colombie on n'a jamais eu d'éducation gratuite. Au Chili, à un moment, il y a eu cette transition où le peuple, il a eu la chance d'être instruit, en fait. Bien sûr. Donc j'ai commencé à accepter mon côté chilien vraiment cette année. Et maintenant, vraiment, quand je suis avec des Chiliens, c'est un plaisir. Genre, c'est vraiment, il y a des réunions chiliennes, je suis là en mode, mais je suis là direct, c'est un plaisir. Et en fait, cette année, pareil, la France, je n'ai pas d'amis français. Je suis passée à côté au lycée. Je n'ai jamais fait une soirée lycéenne en France. J'avais 3 copines et c'était vraiment pas, j'ai pas vécu l'expérience. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est le moment où tu te fais un réseau, des amis qui vont durer toute la vie et tout. Moi, je suis passée à côté de ça parce que j'étais dans mon truc de, moi, je suis colombienne, tous mes potes sont colombiens. C'est comme ça. Mais c'est ouf que t'as eu la chance de rencontrer aussi des gens qui étaient colombiens et qui étaient oui. Enfin, tu vois, parce que par exemple, moi, quand je suis rentrée de Colombie, j'ai fait une dépression en mode, mais tous les gens en France sont horribles et j'aurais voulu, tu vois, genre, en fait, tu savais pas où aller les chercher, tu vois. Ben non, tu vois, pas du tout, en fait, enfin, et en vrai, pourquoi, par exemple, moi, typiquement au collège, j'ai rencontré ma meilleure pote qui s'appelle Mayra, qui est une peintre péruvienne, tu vois, et une des raisons de pourquoi on est devenus potes, c'était parce qu'elle était en mode genre, ah, t'es chilienne? Et j'étais en mode, ah, t'es péruvienne? Et on était en mode, ah, mais oui, trop bien. Et qu'on était les deux seuls de gauche dans un lycée de droite, tu vois. Mais en vrai, genre, c'était con. Et moi, après, toutes mes meilleures potes étaient des latinas, tu vois. Mais ça m'a mis du temps à pouvoir accéder au réseau, tu vois. Et justement, par exemple, enfin là, je sais qu'en ce moment, se passe le Sabor Latino Month de Claudia. Et moi, c'est un événement qui me fait du bien
parce que je sais que ça me permet grave de me connecter à la diaspora latino-américaine, tu vois ce que je veux dire? Là où pendant très longtemps, moi, j'ai pas eu accès à ça. Moi, j'ai pas eu accès aux cabarets sauvages, enfin, aux fêtes, aux réunions latino-américaines, tu vois. Moi, c'est vrai que je suis vraiment allée le chercher. Genre, je me rappelle, mon premier message à mon meilleur ami, c'est le cousin derrière la cave. C'était vraiment genre, excuse-moi, je suis pas une psychopathe, mais j'ai besoin de me faire des amis colombiens. Et c'est vraiment, à chaque fois, il le raconte et il me fout la honte devant tout le monde parce que c'était vraiment mon premier message. À chaque fois. Et pour finir, cette année, je suis partie, j'ai commencé à travailler. Du coup, je côtoie des gens qui sont pas des latinos, qui sont plutôt même nés ici et qui sont français, maghrébins ou quoi que ce soit. Et on est parti au Festival des Ardentes. C'était un enfer. C'est horrible. Genre, tout le monde a kiffé parce que t'as tous tes artistes préférés, etc. Et moi, je me disais putain, mais je connais personne. Genre, ça fait 5 ans que je vis en France et c'est comme si j'avais loupé tous les épisodes. Je n'ai aucune idée de rien de ce qui se passe en France. Et du coup, là, j'essaye de reprendre contact, juste d'avoir des potes un peu différents. Ah ouais, et même le rap et tout. Mais même Gazo, je savais pas c'était qui. SDM, je savais pas c'était qui. Mais non. J'ai aucune idée, genre. C'est fou, ça. Parce que tu vois, par exemple, moi, quand j'étais en Colombie, par exemple, un des gros trucs, on parlait de la baguette et du fromage tout à l'heure, moi, un des gros trucs qui m'a manqué en Colombie à un moment, c'était le rap français. Mais quand j'étais en Colombie, pareil. J'étais en mode genre ah ouais, rap français là, j'ai besoin d'aller, alors que tu vois moi en vrai en France, j'écoute que du reggaeton, tu vois, enfin le matin, je me lève, reggaeton salsa le matin, reggaeton l'après-midi. Je suis d'accord. Mais genre mais là-bas le rap français m'a moi je crois que je suis immunisée contre ça. Ah ouais, non. Mais c'est mon côté vraiment français aussi, tu vois. T'as raison. Et du coup, ce qui a fait aussi que je suis revenue parce que pour moi, j'ai vu que j'avais toutes les rêves colombiennes, j'étais colombienne, c'est qu'à chaque fois que je me présente à un Colombien, il me dit ah mais toi t'es française. Du coup moi je suis là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Voilà, et à Londres je me présentais, je me suis dit si c'est comme ça à l'étranger alors je suis française. Et à Londres je me présentais en française dans les boîtes de nuit latines. Non. Et on regarde mais oui mais non. Mais t'es française toi. Moi ça m'est arrivé en Australie, genre je disais ouais t'es de quelle origine? Ah je suis française. On m'a pas vendu ça. Et genre après je devais expliquer non mais en fait ma mère, mon père, nanana, et après il me disait dis plutôt ça alors. C'est plus cool. Ouais, non et surtout les Français ils les aiment pas trop là-bas en Australie, c'est. Mais je crois qu'on est apprécié nulle part en vrai. On est un peu des cons. En vrai, on est super chiant, hein, moi je comprends. Alors là, on va peut-être passer à la chronique d'Alex, il reste plus beaucoup de temps. Vous avez dit un truc qui était intéressant parce que vous avez parlé du savoir de Latino Man, c'est ça? Ouais. Et alors qu'est-ce qui s'est passé le 12 octobre, c'est la question. Ouais, le 12 octobre, il s'est passé quoi? Buzzer. Ah, c'est Dans l'histoire. dans l'histoire, il y a un 12 octobre qui est très important. Qu'est-ce qui s'est passé ce 12 octobre? Et on peut avoir une date ou même pas? Si je vous donne la date, vous allez savoir, mais c'est au 15e siècle. Ah c'est la découverte, c'est pas la Exactement. Ouais, la découverte, enfin la colonisation par Christophe. Exactement. Le 12 octobre 1492, c'est la découverte. Ah, il a allumé? J'ai buzzé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le Savoir Latino Month, c'est sur cette même période-là. C'est pas neutre, c'est fait aussi par rapport à ça, puisque le 12 octobre, vous connaissez, c'est le jour de l'hispanité, le jour. Alors, ça a plusieurs noms selon les endroits. En Espagne, c'est le jour de l'hispanité, alors que maintenant au Venezuela et au Nicaragua, ils appellent le jour de la résistance indigène, des afro-descendants, ils ont mis tout un nom pour dire voilà, pour couper avec l'idée pour mettre la date un peu plus à leur avantage. Exactement, parce que dire le jour de l'hispanité, ça va dans le sens de l'Espagne, alors que si tu parles de jour de l'Amérique, de la résistance, ça dit autre chose. Ou pas, pas à leur avantage, c'est pas le bon mot, c'est plus genre redonner une nouvelle image à ça et pas être en train de fêter un truc qui en fait est horrible quoi. Ça l'ethnocentrisme en fait, c'est changer un peu le point de gravité. Et juste sur ce 1492, c'est une date super importante parce que il y a la découverte non pas de l'Amérique mais plutôt du coup des Bahamas, de Cuba, etc. Mais avant ça, au début de l'année 1492, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, il y a une dernière bataille entre Isabelle la catholique, donc du coup les rois catholiques espagnols et les empires, enfin le roi plutôt musulman. Et en fait, en début d'année 1492, perdent les musulmans et du coup on chasse d'Espagne et de la péninsule ibérique les derniers morts, ainsi que ça c'est l'histoire, ainsi que les juifs qui sont chassés vers le Maghreb. C'est pour ça que dans tout le Maghreb, t'as des juifs qui ont des noms de famille parfois espagnols, Pérez, Murciano, etc. Et à ce moment-là,
quelques mois plus tard, Christophe Colomb part du coup vers un nouveau continent. Bah, l'Inde à la base. Lui, il voulait aller en Inde. Ouais. Et en fait, il tombe du coup sur un nouveau continent. Et quand il revient, Isabelle la catholique, qui avait financé son voyage, dit parce qu'on a chassé du coup les musulmans d'Espagne, Dieu nous remercie avec une nouvelle terre. Ça a été une manière de se dire voilà. On doit ça justifiait en fait le fait d'aller conquérir cette nouvelle terre parce que pour eux c'était une sorte de cadeau après avoir fait cette reconquista. En fait, il me semble que lui quand il est arrivé, il a appelé il pensait que c'était l'Inde en fait. Bien sûr. Et que jusqu'à sa mort, Cristóbal Colón, il pensait qu'il était arrivé en Inde en fait. Parce que lui il a fait 5 voyages et dans ces 5 voyages, finalement, il a fait que les Caraïbes et un peu l'Amérique centrale. Mais jamais plus, tu vois. Donc, il a jamais fait l'Amérique du Sud, ni l'Amérique du Nord. Donc, il a été que dans cette zone-là. Mais effectivement, jusqu'à la fin, il a été persuadé d'être arrivé dans les Indes, dans les Nouvelles-Indes, où les Indiens, etc., tous on connaît. Mais en tout cas, pour 1492, c'est vraiment une date monde parce qu'il s'est passé ces 2 événements et les 2, finalement, sont connectés. Et maintenant, si on fête le 12 octobre, c'est aussi en lien, finalement, avec cette date-là de la découverte, rencontre des 2 mondes, ils me sont posé plein de noms, et ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les pays, le mot est différent. Le 12 n'a pas la même valeur, quoi. C'est le 12 octobre. Et du coup, là, justement, ce que Claudia Rivera veut faire, c'est Claudia, du coup, qui organise le salon latino. Exactement, oui. Ce qu'elle veut faire, c'est justement fêter cette latinité à Paris et ramener tout ce côté-là de ce qu'on disait. Genre, en fait, c'est un peu ce qu'elle disait dans une interview que je lui ai faite. C'est que c'est un peu l'idée vient du Latin Heritage Month aux États-Unis. Ouais. Et en fait, en vrai, elle a trop raison. Je pense que ça devait être logique, ça devait venir avant, quoi. Ouf. Et ça, ça aussi vient d'un besoin de représentation, justement. Bien sûr, du fait de qu'en vrai, on est quand même une communauté qui, par exemple, par rapport aux États-Unis, est sous-représentée en France par rapport à d'autres communautés, on est plutôt minoritaires, et donc il y avait ce besoin justement de se rassembler, de montrer qu'on est là, d'offrir une représentation qui justement à l'inverse du par exemple Bar Medellín qui n'est pas vraiment fait par des latinos, je pense, tu vois, offrir une représentation pour nous et par nous en fait, tu vois, une vraie représentation de qui on est, de toutes les différences qu'on a aussi au sein de l'Amérique latine, tu vois. On passe à la deuxième question. T'as fini? Est-ce qu'on passe au quiz? Quiz! J'annonce que je vais avoir fait Donc, en venant dans les studios, j'ai fait un quiz. Donc, c'est 10 questions. Lorsque vous avez votre réponse, vous buzzez. Est-ce que dans l'équipe, vous pouvez compter les points? Parce qu'après, on ne saura pas qui a le buzzer. On gagne un truc ou pas? Tu gagnes le droit. T'as déjà pris tu gagnes des écouteurs. Ok. Alors, première question. Quelle est la 2e ville la plus peuplée du Mexique après Mexico DF? Je sais pas du tout. Je suis pas sûre. Guadalajara. Ouais. Guadalajara. J'ai gagné des écouteurs. C'est la première question. Effectivement, Guadalajara, 2e ville du Mexique. Guadalajara est un mot d'ailleurs qui vient d'Andalousie et notamment de l'influence arabesque dans cette région du monde. Guadalajara. Très bien, Guadalajara. 2e question, trop facile. Pourquoi les 3 pays, Colombie, Équateur et Venezuela, partagent-ils les mêmes couleurs de drapeau? La Gran Colombia. C'est-à-dire? C'est Simón Bolívar au moment où il a libéré, qui était vénézuélien, au moment où il a libéré donc le Pérou, alors le Pérou, l'Équateur, la Colombie, la Bolivie, et le Venezuela et le Panama. Si vous me laissez finir, je vous dis. Du coup, il voulait en fait créer la Gran Colombia, qui était donc, je crois, je suis pas sûre par contre sur ça, mais je crois que c'était donc l'Équateur, la Colombie et le Venezuela. Et du coup, il a mis le même drapeau pour les 3. C'est ça, exactement. Le Panama est rentré un peu dans la Grande Colombie, puis mais ouais, ils avaient pas ça trop a duré envie une vingtaine d'années dans tous les cas. Ok, bon, c'est bon. Quelle était la première capitale du Brésil? Je sais pas en vrai, mais là c'est Brasilia. Du coup, ce serait Rio. Ouais. Ah, mais Elle a persuadé que j'ai donné toutes les réponses avant.
Bon, Je me suis dit, ça peut pas être Rio, c'est trop évident. Est-ce qu'on continue ou... Bah ouais, mais attends, et du coup, ça a passé quand pourquoi ils ont changé de Rio à... Alors, après, ça a été Sao Paulo. Et après, c'est parti à Brasilia. Et Brasilia, c'est sorti de terre au XXe siècle. En fait, c'était pour avoir une ville qui était au milieu du pays. D'accord, Et de montrer qu'effectivement, le pays était pas que sur la côte, mais pouvait être, effectivement, c'est un pays continent, et pouvait être au milieu au centre de ce pays-là. Ok. C'est trop intéressant. Alors, j'ai un peu chaud à chaque fois qu'on me pose des questions parce qu'en fait, j'ai pas du tout les explications. T'inquiète. Mais vous avez raison. Oula, j'ai envie de la sauter presque. Ah, d'accord. Ça, c'est les blagues latines, typiquement. Ça, typiquement, c'est les blagues latines. Quel est le territoire dont la plus grande partie de sa superficie se trouve dans la forêt amazonienne? Brésil. Ouais. Non, je reviens à la question. Quel est le territoire dont la plus grande partie de sa superficie se trouve dans la forêt amazonienne? Non, là, il faut la décortiquer. Je demande pas le pays qui... C'est qu'il y a le... Bah, le Pérou, non? Non. Attends, j'ai pas compris. En fait, je demande pas le plus grand pays amazonien. Je demande le pays son territoire est le plus en Amazonie. Ok. En termes de pourcentage de sa superficie, tu vois. Ou la Guyane? Ouais. Yeah. Effectivement, la Guyane possède 96% de son territoire en Amazonie. Donc, c'est un pays amazonien, en fond. Parce que c'est un petit pays, c'est pour ça que je me suis dit. Ouais. Et c'est pour ça que la France est un pays d'Amérique du Sud aussi, puisque la Guyane est un département. Les Français, vous êtes des Latinos aussi, en fait. L'Amérique latine, c'est Napoléon III qui a donné ce nom-là à l'Amérique latine. Donc, ça sera une autre émission. Ok, vas-y. Mais c'est un débat, ça, un gros débat. Ouais, ok. Un gros et long débat. Quel est le nom donné à l'équipe nationale de football de l'Uruguay? Oh, alors là, oh là là. Le Guarani? Non. Mais, non. Los Charruas. Et c'est côté Guarani. C'est un peuple indigène de l'Uruguay. C'est un peuple indigène de l'Uruguay. Ils ont ce nom-là, Los Charruas. Ça, c'est intéressant aussi. Ce pays-là, très européen, mais pourtant avec un nom. C'est un peu cliché quand même de poser une question de foot et qu'on n'ait pas réussi à répondre alors qu'on est trois de foot. Ouais. J'ai essayé de déconstruire un peu le genre. Dommage. On n'a pas été à la hauteur. Est-ce que j'ai de la manicure, là? Non. Tu vas te faire taper en sortant, c'est pas classe, pas. Toi aussi, ça pourrait être l'enseigne, hein. Oui, mais moi, je vais me faire taper par les autres, là, il va se faire taper par nous. Quel est le dernier pays à avoir eu son indépendance en Amérique latine? Le dernier pays à avoir acquis son indépendance. En Amérique latine. Genre là, en Amérique latine comme si c'était nouveau. Non. Le dernier pays. Moi, je sais que la Colombie, c'est jeune. Ouais, non, c'est pas la Colombie. Je pense pas que ça va être jeune. Non, tu veux essayer? Je crois que ça doit être un pays de l'Amérique. Non, mais en fait, maintenant, c'est l'Amérique du Nord. T'as l'impression que t'avais des calculs mathématiques. Ouais, non, je sais pas. Tu savais dans l'équipe derrière? Le dernier pays, ouais. Porto Rico? Presque. Cuba. Cuba, mais moi, j'avais dit Cuba, mais ça, je savais pas si, vu que c'est le Caribe et que c'est en haut, je savais pas si ça comptait dans le monde. Quand t'achètes des guirlandes avec des drapeaux, il y a Cuba. 1898. Son indépendance. Ah ouais, putain. Donc, quel est le premier pays à avoir eu son indépendance en Amérique latine? Et attention, Amérique latine, peu importe la langue, que ce soit l'espagnol, le portugais, le français. Haïti en 1804, exactement, bravo. Quelle est la langue nationale du Paraguay après l'espagnol? Voilà, le voilà. Ah, mais t'as le droit, hein. Non, mais moi, j'étais encore en train de penser à Haïti. Haïti 1804, qui a influencé le reste des indépendances. Et qui ont beaucoup aidé aux autres indépendances aussi. Bien sûr, à Bolivar et Miranda, tout à fait. Pouvez-vous conjuguer le verbe ser au passé simple? Non. Même en français, je sais pas, c'est pas le passé simple. Oui? Oui. Alors, faut... Il y a un 4, là. Vraiment, Donc, vas-y, fais les 6. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fueron, ellos... ¿Vosotros fueron? Ustedes fueron, y ellos fueron. Et en espagnol d'Espagne, c'est encore un autre bail. Nosotros, non, je sais pas. Nosotros fuimos, vosotros... Fuisteis. Ellos. Bon, c'était pas mal quand même. Ouais. Bravo. Le fui, c'était pas mal. J'ai du boulot, pas merde.
Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Attends. Voici le gain, c'est ça? Il y a un casque. Oh, j'ai Sony en plus, trop bien. Laissez-nous la main. Je suis grave premier degré, hein, donc. Oh, wow. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode. Nous espérons que ça t'a plu et on se retrouve très bientôt sur La Casa, le podcast latino. Bienvenidos a La Casa.